Bonjour à tous et bienvenue à cet atelier sur les pratiques innovantes en addictologie. Donc rapidement, moi je me présente, je suis Virginie Beltran, je suis attachée de recherche clinique au XAP Abysia à Bayonne et attachée scientifique du colloque ATHS. Donc voilà, cet atelier il a été construit en sélectionnant des propositions qui nous ont été envoyées via l'appel à communication du colloque que nous avions lancé il y a quelques mois. Les 4 interventions auxquelles vous allez assister portent sur des sujets très différents, mais elles ont un point commun, c'est de présenter des projets ou des concepts innovants et originaux dans le champ de l'addictologie. Voilà, donc sans plus tarder, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc on va commencer avec Charlotte Kerbrand qui va nous parler du projet 5 Aquitaine. Je te laisse te présenter brièvement avant de commencer. Bonjour à tout le monde. Je suis donc Charlotte Kerbrand, comme ça a été dit, merci. Et je représente aujourd'hui toute l'équipe du projet 5 Aquitaine qui est très nombreuse pour vous présenter du coup le protocole de l'essai contrôlé qui évalue l'efficacité d'une intervention organisationnelle du sevrage tabagique chez les femmes enceintes. Ce projet est porté par le CHU de Bordeaux et l'Université de Bordeaux. Donc ce projet il est né de plusieurs constats. En effet, l'enquête Périnat nationale a montré qu'il y avait une forte prévalence du tabagisme en fin de grossesse en France et particulièrement en Nouvelle-Aquitaine avec un taux de 13,5%. Et cette enquête a montré de façon intéressante que parmi les femmes qui fumaient en début de grossesse, 54 continuaient, donc moins de la moitié arrêtaient de fumer pendant la grossesse. Malgré de nombreux dispositifs, de nombreuses interventions, des professionnels mobilisés, 91% des femmes enceintes qui déclaraient avoir réduit ou arrêté de fumer pendant leur grossesse déclaraient l'avoir fait seules et seulement 5,5% déclaraient avoir eu recours à des consultations spécialisées en tabacologie. Donc face à ce constat, on a été chercher des leviers qui pouvaient exister pour modifier cette situation. Le premier levier, comme vous le savez sûrement tous, la grossesse est un moment particulier, ce qu'on appelle un teachable moment. C'est un moment donc propice au changement de comportement favorable pour sa santé, donc pour la femme et pour son enfant. Et le deuxième levier de la grossesse, c'est que c'est une période de la femme où elle va être particulièrement exposée du coup, au système de soins par ses nombreux rendez-vous liés à la grossesse. Comme vous le savez aussi très bien, le fait d'être accompagné pour son sevrage tabagique par un professionnel de santé augmente largement les chances de réussite. Donc là, on voit le lien avec la forte exposition pendant la grossesse au système de soins. Et le dernier levier qu'on a identifié, c'était l'organisation des professionnels de santé entre eux. En effet, il peut être un vrai frein quand une femme enceinte doit attendre plusieurs mois pour voir un spécialiste pendant sa grossesse, alors que quand on a des sages-femmes tabaco au sein des maternités ou des orientations rapides et efficaces, on a un vrai levier pour la prise en charge de ces femmes. Donc de tout cela, nous avons donc posé l'hypothèse qu'il était possible de réduire la prévalence du tabagisme chez les femmes enceintes grâce à l'organisation du sevrage tabagique en utilisant et optimisant les ressources qui existaient. L'idée n'était vraiment pas d'inventer des nouvelles formations, des nouveaux outils. Ils existent, ils sont nombreux, il y a déjà beaucoup de partenaires sur le terrain qui ont produit des outils d'aide à la pratique, des formations, etc. Donc l'idée, c'était vraiment d'articuler ces ressources plutôt, donc ces organisations, ces acteurs et ces outils, pour offrir un soin gradué et personnalisé aux femmes, tout en accompagnant les professionnels de santé à monter en compétences pour mieux les accompagner. Ce projet s'est déroulé en 3 phases. La première a été de développer l'intervention organisationnelle. Donc pour ça, on s'est basé sur les recommandations, la littérature, des entretiens qualitatifs avec les professionnels de santé, et un conseil pluridisciplinaire local. Cette première version de l'intervention théorique, on l'a d'abord testée sur un territoire pilote qui était le bassin d'Arcachon, dans l'idée de voir si est-ce que cette intervention théorique, finalement, elle est adaptée aux pratiques courantes des professionnels. Comme les résultats étaient positifs, nous sommes maintenant sur le déploiement régional de cette intervention organisationnelle, tout en évaluant son efficacité et ses conditions d'efficacité. Donc, je vais vous présenter l'intervention. Donc, cette intervention organisationnelle, elle repose sur 2 cadres théoriques. Le cadre organisationnel de l'European Observatory and Health Systems and Policies et la méthode de sevrage tabagique du D5A.
Donc concrètement, l'intervention organisationnelle, elle consiste à mobiliser les professionnels de périnatalité, donc, qui font du suivi de grossesse, sages-femmes, gynéco et médecins généralistes qui font du suivi de grossesse, pour qu'ils puissent prendre en charge le tabagisme de leurs patientes de façon intégrée à la grossesse. Pour ça, on leur propose de se baser sur la méthode des 5A, hein, que vous connaissez sûrement tous, qui consiste à demander le statut tabagique de la femme, si elle fume, de lui conseiller d'arrêter, d'évaluer sa situation, de lui proposer des aides adaptées à sa situation personnelle et d'organiser le suivi, c'est-à-dire de répéter ces étapes tout au long de la grossesse. L'intervention organisationnelle, ce qu'elle propose, c'est quand le professionnel de suivi de grossesse est face à un cas complexe, donc cas complexe, ça peut être défini par la présence de comorbidité, de co-consommation, des tentatives d'arrêt infructueuses dans le passé avec des tentatives de prise en charge qui n'ont pas abouti, d'orienter finalement ces cas-là de façon facilitée et efficace aux spécialistes du territoire de proximité, donc les addictologues et tabacologues, qui à leur tour prendront en charge l'addiction de ces femmes avec toutes les ressources qu'ils ont de par leur spécialité. Pour mettre en œuvre cette organisation par territoire, il faut qu'il y ait une personne du local qui coordonne l'intervention et il faut créer un environnement favorable au déploiement de cette intervention et pour cela, il faut mobiliser les acteurs influents. Donc, à titre d'exemple, sur la Nouvelle-Aquitaine, nous travaillons étroitement avec la Coréade, le CRAG ou le réseau Périnat de Nouvelle-Aquitaine. Pour déployer, notre équipe des chargés de mission qui coordonnent l'intervention visite individuellement les structures addicto-tabaco, définissent avec elles ce qu'elles font déjà pour accueillir et prendre en charge les femmes enceintes qui fument du tabac sur leur territoire, et on travaille avec eux des modalités plus efficace s'ils n'avaient pas de choses mises en place spécifiquement, ou juste on fait le point, on fait le bilan local. Une fois qu'on a fait de là, on crée un annuaire avec donc la liste des addicto-tabaco du territoire et les modalités d'orientation, et ensuite on visite individuellement tous les professionnels de périnatalité de ce même territoire, à qui on fournit cet annuaire et à qui on transmet des outils d'aide à la pratique, et des liens vers toutes les formations qui existent au niveau national, régional et vraiment très de proximité. Donc là, maintenant, nous sommes sur le déploiement régional et l'évaluation. Donc les objectifs opérationnels de la recherche associée sont en premier lieu d'évaluer l'efficacité de l'intervention sur la proportion de femmes qui fument en fin de grossesse. Le deuxième objectif principal, c'est d'étudier les conditions d'efficacité et de transférabilité de cette intervention pour, si elle est efficace, la transférer au-delà de la Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire documenter les freins, les leviers et les adaptations qui ont été nécessaires entre l'intervention construite au départ et ses conditions réelles d'implémentation. Et il y a d'autres objectifs secondaires que j'évoque ici, mais je ne détaillerai pas par la suite, comme la pérennisation de l'intervention dans le temps et l'impact de cette intervention durant la grossesse sur la rechute en postpartum. Donc, pour cette recherche, nous utilisons une méthode mixte qui a donc deux designs concomitants. Le premier est un essai contrôlé randomisé en cluster quantitatif qui va permettre de répondre à la question d'efficacité, et une étude qualitative multicas qui, elle, va répondre plutôt à la question des conditions d'efficacité. En effet, au vu du caractère collectif de l'intervention, qui est basé donc sur la mobilisation de professionnels et d'organisations sur une base territoriale, nous avons fait le choix d'utiliser un essai contrôlé en cluster, qui permet donc d'éviter un risque de biais de contamination entre les professionnels d'un même territoire et les patientes d'un même professionnel. Et ça permet également donc, de prendre en compte les contraintes organisationnelles au niveau de chaque territoire. Ainsi, 31 clusters ont été définis sur la Nouvelle-Aquitaine, comme vous pouvez le voir sur cette carte, que nous avons regroupés en 6 métaclusters que vous pouvez voir par les différentes couleurs. L'ensemble de ces territoires inclut du coup les 41 maternités de Nouvelle-Aquitaine qui vont être les centres d'inclusion pour les mesures. Donc l'essai contrôlé randomisé en cluster est un design en step wedge. Dans ce design, on a 3 phases majeures pour la recherche. On a la première phase en beige qui va être faite de la même manière dans tous les territoires par métacluster,
où on recueille donc ce qu'on appelle la phase de données contrôle, où on recueille du coup, grâce à des hétéro-questionnaires réalisés par des techniciens et attachés de recherche clinique dédiés au projet, auprès des femmes qui accouchent dans les maternités, pendant leur séjour de suite de couche, grâce à un hétéro-questionnaire, on évalue tous les indicateurs pour répondre à notre question d'efficacité. Donc ça, c'est voilà, pour faire un état des lieux de la prise en charge et du tabagisme des femmes avant qu'on déploie l'intervention. Ensuite, on arrête les questionnaires dans la phase grise. On a les 2 premiers mois en gris foncé qui sont dédiés au déploiement de l'intervention. Donc on visite les professionnels individuellement, comme je vous l'ai évoqué auparavant. Et ensuite, pendant les 4 mois en gris clair, on laisse le temps aux professionnels du coup d'aller voir les formations, de mettre en place l'organisation et de prendre en charge le tabagisme de leurs patientes avec la nouvelle organisation proposée sur leur territoire. Et enfin, on reprend sur 6 mois en marron de recueil de données auprès des nouvelles femmes qui accouchent dans les maternités, qui ont fumé pendant leur grossesse et qui, elles, du coup, auront été exposées à l'intervention. On répète ces 3 étapes dans tous les territoires, avec un décalage de 3 mois. On démarre voilà, des nouveaux territoires tous les 3 mois. Ce design, il a plusieurs avantages. Le premier, c'est que plutôt d'avoir la moitié du territoire contrôle et l'autre moitié intervention, à la fin de l'essai, tous les territoires auront pu bénéficier de l'intervention. Et le fait que ce soit en escalier, donc en step-wedge, permet de décaler dans le temps la mise en œuvre de la recherche et de l'intervention qui nécessite beaucoup de moyens du fait qu'on visite tous les professionnels individuellement. L'ordre de passage des métaclusters a été tiré au sort. Pour l'étude qualitative multicas, donc, qui permet de répondre aux questions de conditions d'efficacité, donc il y a 3 étapes majeures. Il y a la première étape, c'est de théoriser l'intervention, donc c'est mettre en lumière dans l'intervention initiale théorique les fonctions clés de l'intervention. Ensuite, on a une évaluation réaliste et une théorisation ancrée qui vont permettre en fait, d'évaluer qualitativement le vécu de l'intervention des professionnels, mais aussi des femmes et des parties prenantes du projet, donc comme je disais, les partenaires locaux, dans différents contextes. Donc en fait, on va aller dans différents clusters, donc chaque cluster, il y a une organisation finalement différente, vu qu'on se base sur l'existant qu'il y a dans chaque territoire. Et enfin, on va identifier de ces évaluations du vécu, on va identifier les fonctions clés grâce à des configurations CME qui sont en fait l'effet de l'intervention qui résulte d'une interaction entre un mécanisme supposé et un contexte. Et on va aller chercher du coup des régularités, des singularités pour voir ce qui finalement est du contexte et qui est adaptable et les fonctions clés qui sont à transférer pour obtenir les résultats de l'intervention tels que prévus. Donc la population, donc pour l'intervention, la définition c'est le cluster. Donc le cluster, en fait, c'est les territoires d'activité des maternités. Ce sont des lieux où les femmes vivent, accouchent et donc sont suivies en partie pour leur grossesse. Tous les professionnels de périnate et d'addicts au tobacco dans ces clusters sont donc concernés par notre intervention. Ils seront donc tous contactés. Après, ils sont libres de refuser de nous rencontrer, de mobiliser les outils et l'organisation qu'on leur propose. Mais donc environ 5000 professionnels sur toute la Nouvelle-Aquitaine sont contactés. Et toutes les femmes enceintes qui fument du tabac pendant leur grossesse dans ces clusters sont indirectement finalement concernées par notre intervention via leurs professionnels de santé. Pour le recueil de données, donc comme je disais, pour évaluer l'efficacité, on interroge quantitativement, grâce à un hétéro-questionnaire, les femmes qui accouchent dans les maternités. Et donc, ces femmes qui sont concernées sont toutes celles qui accouchent dans la maternité du cluster au moment où a lieu le recueil de données contrôle ou post-intervention. Elles doivent résider en Nouvelle-Aquitaine, avoir été suivies pour leur grossesse dans le cluster où elles accouchent, avoir fumé du tabac pendant la grossesse, bien évidemment, être majeures et donner leur consentement. On a décidé d'exclure les femmes qui ne parlaient pas français, qui utilisaient exclusivement des cigarettes électroniques, qui étaient sous mesure légale de protection. Et pour des raisons éthiques, nous avons décidé d'exclure les femmes qui accouchaient sous le secret d'un bébé né sans vie, qui ont fait un déni de grossesse ou qui ont eu un enfant en réanimate. Ces femmes, donc on les inclut voilà, au moment du séjour en maternité, suite à l'accouchement, et donc on interroge rétrospectivement ce qui s'est passé pendant la grossesse. Donc on va interroger bien sûr les caractéristiques sociodémographiques, le suivi de la grossesse et comment s'est déroulé l'accouchement. On va interroger le tabagisme avant et pendant la grossesse en termes de quantité et de fréquence de consommation de tabac. On va aussi déterminer s'il y a un trouble de l'usage à la nicotine.
On va évaluer le niveau de craving et les tentatives d'arrêt pendant la grossesse. On évalue également l'auto-efficacité et la motivation à l'arrêt. La prise en charge du coup pendant la grossesse par les différents professionnels auxquels la femme aura été en contact avec pendant sa grossesse. On évalue aussi le support social et l'état psychologique de la femme. Un sous-groupe de ces femmes inclus pour le quantitatif vont être aussi contactées dans le mois suivant l'accouchement pour un entretien qualitatif qui là répond à la question des conditions d'efficacité, où on va leur demander plutôt leur vécu de façon moins standardisée que le questionnaire quantitatif. Et si des femmes, pendant cet entretien qualitatif, évoquent le coparent de leur enfant venant de naître comme ayant eu un rôle dans leur prise en charge du tabac pendant la grossesse ou leur consommation de tabac pendant la grossesse, alors on proposera un entretien également aux coparents. Pour toujours répondre aux questions de conditions d'efficacité, donc on interroge qualitativement le vécu aussi de cette intervention et de cette organisation au niveau des professionnels de santé visés par l'intervention, donc les professionnels de suivi de grossesse et les professionnels d'addicto tabaco. Ils seront interrogés à différents temps et dans différents clusters pour vraiment avoir différents contextes et à différents temps proches du déploiement, puis à distance aussi pour voir voilà, qu'est-ce qui reste, quels sont les leviers, quels sont les freins à la mise en œuvre dans le temps. Toutes les parties prenantes qui ont participé, soit qui étaient des coordonnateurs locaux, qui ont été en contact avec les acteurs des professionnels ciblés par l'intervention et tous les acteurs qui ont participé au déploiement concret de l'intervention, mais aussi de la recherche, vont être interrogés à la fin de l'étude pour voir justement, pouvoir différencier ce qui est lié, ce qui peut être des fois des freins à l'intervention qui sont liés finalement des fois que au design de la recherche et de les différencier des vraies contraintes de pratique réelle des soignants. Donc, le critère de jugement principal pour l'efficacité, c'est l'abstinence ponctuelle au moment de l'accouchement, qui se réfère donc à la proportion de femmes qui déclarent qu'elles se sont abstenues de fumer pendant au moins 7 jours consécutifs avant l'accouchement. Et donc le calcul de la taille d'étude a été réalisé pour permettre de mettre en évidence une diminution de cette proportion, passant donc de 54% qui était la proportion dans la région à 44%. Et donc 4200 femmes seront incluses tout au long de l'essai. En ce qui concerne les analyses, donc pour permettre de prendre en compte le schéma d'étude en step wedge, un modèle de régression logistique à effet aléatoire sera utilisé et on y intégrera du coup des effets aléatoires sur le cluster, le temps et l'intervention dans la mesure du possible. Donc par exemple la quantité de professionnels qui ont accepté qu'on les rencontre, etc. Les analyses classiques seront réalisées donc en intention de traiter, en traitement réalisé et en per protocole. Et pour les conditions d'efficacité, donc on va utiliser une méthode d'analyse de contenu thématique et grâce à un codage, une classification et un classement, elle permettra donc de faire émerger des régularités, des tendances ou des singularités selon les contextes et donc de faire émerger des fonctions clés. En termes de perspective, donc voilà, là on est en plein, comme vous l'avez pu voir, il a commencé en octobre 2022 et il se déroule petit à petit jusqu'à juin 2025, donc nous sommes en plein milieu de l'essai. Et donc on réfléchit déjà aux perspectives pendant ce temps de recueil de données. Et donc voilà, donc, on a là une grosse base de données de 4200 femmes à la fin sur une population particulière. Donc on réfléchit déjà aussi comment on va pouvoir exploiter ces bases de données et répondre à d'autres questions qui n'étaient pas les objectifs principaux de l'étude. Et voilà, je passe le message, on est ouvert à toute étude ancillaire. Si jamais vous avez des envies de collaboration sur ce sujet, nous sommes bien sûr ouverts. Un autre élément dont je voulais parler en termes de perspective, c'est la transférabilité. Hein. Le but, c'est quand même de faire des interventions qui sont... si elles sont efficaces, puissent être élargies à plus large échelle. Et donc c'est vraiment l'intérêt de l'étude des conditions d'efficacité en parallèle de l'étude d'efficacité qui permet d'accompagner du coup au transfert en dehors de la Nouvelle-Aquitaine une fois que les preuves de l'efficacité seront mises en évidence. Et enfin, je voulais juste souligner aussi le postpartum. En effet, la littérature montre qu'il y a un gros taux de rechute chez les femmes en postpartum. C'est pourquoi je ne l'ai pas présenté, mais on a aussi des questionnaires à 6 et 12 mois en post-accouchement qu'on fait par téléphone pour justement voir
observer cette rechute. Et nous avons une thèse en cours par Adriana Burtin qui va développer une intervention pour la prévention de la rechute en postpartum. Voilà, je vous remercie. Je remercie toute l'équipe 5 Aquitaine qui est très nombreuse et qui représente du coup tout le territoire. Et je voudrais remercier donc tous nos partenaires, le RPNA, la Coréade et bien sûr nos financeurs. Merci. Merci Charlotte pour ta présentation. Donc dans la salle, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que certains veulent faire des remarques? Fabien Henry, j'ai été médecin responsable d'un centre de tabacologie pendant 4 ans. On avait fait un gros travail aussi sur les femmes enceintes, avec aussi une recherche multisite sur les bouchées. On donnait un bon pour arrêter. Alors, moi, je voudrais intervenir pour donner peut-être des pistes pour vous aider. Le taux de réussite multiplié par 5 après après l'accouchement, si le compagnon arrête de fumer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place où on systématisait les prises en charge doubles pour les aider, parce que ça change complètement la donne après. Donc ça, peut-être, vous l'avez déjà initié, mais peut-être l'amplifier serait un bon outil. Ouais. Les patientes qui ont le plus de difficultés à arrêter le tabac, c'est celles qui consomment le cannabis. Donc il faut absolument intégrer la notion de consommation de cannabis, parce que souvent ils disent j'ai arrêté le cannabis, je ne vais pas arrêter le tabac. Voilà. Donc ça, c'est aussi un point important à valoriser. On utilise souvent, quand on est en addictologie, en tabacologie, le monoxyde de carbone. Ça permet aussi de faire la différence entre la nicotine et le monoxyde de carbone. Et à mon avis, ça pourrait être potentiellement un outil très utile, mais par contre, c'est très onéreux, hein, c'est-à-dire qu'il faudrait que chaque centre ait son appareil de monoxyde de carbone, c'est à peu près 300 €, excusez-moi. Donc ça a un coût, mais c'est assez rentable. D'autant plus que la problématique au niveau des questionnaires, vous allez voir que quasiment toutes les patientes fument moins. Sauf que quand vous faites le monoxyde de carbone, des fois l'intoxication est la même. Donc il y a un gros travail en disant bah oui, vous êtes intoxiqué pareil. Donc là les femmes enceintes sont mal en se disant mais je fais un effort de dingue, et on leur explique pourquoi elles ont un niveau d'intoxication qui est équivalent. Donc ce qui fait que votre Fagerström va être réduit, mais dans la réalité, c'est que l'intoxication sera équivalente. Donc il faudra, moi c'est le conseil, hein, c'est vraiment intégrer ça si vous pouvez. Alors, dans tout votre... est déjà, effectivement, j'ai pas pu... Ouais, vous l'avez déjà tout fait, exactement. mais c'est comme ça vous avez déjà les biais sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Voilà. Et puis vraiment, le discours pour les femmes enceintes, c'est parler non pas de nicotine, mais de monoxyde de carbone. Donc si vous avez un outil, ça change tout. Pourquoi ? Parce que c'est le monoxyde de carbone qui empêche l'oxygénation. En fait, le bébé, il absorbe vachement plus le monoxyde de carbone par son sang, qui absorbe aussi l'oxygène, et son taux est multiplié par 2 par rapport à la personne. Donc, concrètement parlant, le bébé fait office de filtre pour la maman, pour qu'elle ait moins de monoxyde de carbone, mais c'est le bébé qui a 2 fois plus. Donc il peut être vraiment intoxiqué de façon importante. Et dans mes prises en charge, on allait jusqu'à avoir des mamans, donc pareil dans le questionnaire, savoir si l'enfant, avant, si elle avait des enfants avant, qu'il y avait un petit poids, qu'il y a eu des conséquences, c'est important, parce qu'on avait des patientes qui avaient perdu leur enfant. On a fait des autopsies et on s'est rendu compte que c'était uniquement le tabac. Donc je ne vous dis pas le travail qu'il y a à faire, parce qu'après, elles étaient obligées de venir dans les centres spécialisés pour leur nouvelle grossesse, mais le travail qui doit être fait, parce que derrière, il y a le trauma, il y a toutes les prises en charge, et ça, c'est terrible. C'est très lourd. Donc pareil, ça c'est aussi un élément sur lequel voilà,
pourriez avoir un regard. Voilà, donc je vous donne quelques pistes sur lesquelles vous pouvez aller un peu plus loin. Je vais vous répondre parce que je pense que c'est effectivement, mais je ne pouvais pas tout présenter, mais c'est vrai que pour le coparent, en fait, c'est déjà prévu dans l'intervention, effectivement, que la littérature, elle est très claire, hein, que s'il y a de l'entourage proche qui consomme du tabac et qui n'arrête pas en même temps que la patiente, c'est un vrai frein. Donc en fait, quand on oriente les cas complexes, on propose aux professionnels de périnate, s'ils arrivent à être en contact avec le coparent, de l'orienter vers addicto tabaco ou médecin généraliste s'il y a un frein au coparent d'aller jusqu'à une structure spécialisée. Il y avait beaucoup d'éléments, mais voilà, j'essaie de recouper. Après, pour le monoxyde, effectivement, c'est toutes les maternités qu'on rencontre, elles nous en parlent. Souvent, l'outil, ils l'ont eu puis ils ne l'ont plus, pour des raisons budgétaires notamment. Après, c'est vrai que nous, on a aussi ce prisme de ne pas forcément insister sur les conséquences du bébé, parce que ça n'a pas été montré comme très efficace, parce que c'était vraiment rentré dans la stigmatisation. Et donc aujourd'hui, on travaille quand même beaucoup sur le fait de plutôt montrer à la femme l'avantage pour elle, déjà, plus que sur l'impact sur l'enfant. Parce que des études ont montré que c'était plus stigmatisant des fois que pas pour tout le monde, hein, c'est du cas par cas, chaque cas clinique est différent bien entendu. Voilà, je ne sais, j'ai pas réussi à retenir tout ce que vous avez évoqué, mais ah oui, le cannabis, tout à fait. Alors en fait, là, la porte d'entrée c'est le tabac. Mais bon, on sait tous que la plupart des femmes qui fument du cannabis ou qui consomment de l'alcool fument aussi du tabac. Donc là, c'est sur le tabac, c'est un projet qui a été visé sur le tabagisme, mais bien sûr c'est une porte d'entrée. Donc dans nos questionnaires, on interroge toutes les co-consommations qu'il peut y avoir, et quand on rencontre les professionnels de périnatalité, on leur dit bien, voilà, l'idée c'est que vous entriez dans le sujet de l'addicto par le tabac, mais si vous arrivez à faire aussi les 5A pour toutes les substances que vous pouvez identifier pendant les consultations, c'est l'idéal. Et notamment, c'est pour ça qu'on parlait d'orientation des cas complexes. Et vraiment, dans ces cas complexes, on insiste bien sur le fait que dès qu'il y a une co-consommation de cannabis, alcool ou autre, vraiment d'orienter vers un tabaco-addicto qui aura vraiment les ressources pour prendre ce type de patiente en charge. Effectivement. Merci beaucoup en tout cas. Bonjour, merci pour cette super présentation. Moi j'avais juste une question un peu pratique. C'est une étude qui est vraiment énorme, donc menée jusque 2026 il me semble. Comment cette étude interventionnelle elle est reçue dans les structures de soins et par les professionnels de santé? Et là au niveau du rythme des inclusions, c'est 4200 femmes, octobre 2022. Okay. À combien vous êtes au niveau des rythmes d'inclusion? Est-ce que c'est ce que vous attendiez ou... Alors pour la mise en œuvre, on a une procédure qui est assez rodée maintenant, on est sur la fin finalement, mais en fait on rencontre d'abord les maternités pour présenter la recherche. L'idée c'est d'abord que les maternités nous laissent rentrer pour qu'on commence le recueil de données contrôle. On leur présente bien sûr l'intervention à ce moment-là, mais on les rassure en disant que c'est pas parce qu'ils s'engagent à nous laisser entrer un enquêteur, parce que du coup pour que ça soit faisable, les maternités acceptent uniquement parce qu'on a des enquêteurs dédiés qui ne font pas partie d'équipes de soins pour faire le recueil de données, parce qu'on sait très bien que les soignants, surtout dans les maternités ces derniers temps, c'était très tendu, donc ils n'ont pas le temps. Donc soit on engage des gens dédiés, soit on travaille avec les attachés de recherche clinique des centres hospitaliers. Privé et public, hein, on va vraiment partout et l'intervention vise les professionnels de ville comme d'hôpitaux privés et publics. Mais voilà, c'est très bien reçu et pour l'intervention, voilà, c'est toujours un peu bien expliqué qu'on se base sur ce qui existe. Donc quand il y a déjà une sage-femme d'Abaco dans un service à qui on oriente systématiquement dès le début de la grossesse, bon, là on ne touche à rien et c'est même, on va le valoriser. Grâce au qualitatif, on va voir que ce qui marche dans ce territoire, c'est parce qu'il y avait déjà en fait finalement une organisation assez poussée et qu'on peut par contre aider à ce que ça se répande en ville. Et pour les inclusions, oui, on a commencé il y a 1 an et là on est à 1000 femmes incluses aujourd'hui. Voilà. Sur les 4200, donc on est à peu près 80% de ce qu'on aurait dû inclure à la date d'aujourd'hui. Donc on est un peu en dessous, mais on a eu des problèmes de démarrage dans certains centres.
ce qui est assez courant dans ce type d'essai, mais on est plutôt content quand même. Merci. Je pense qu'on va passer à la deuxième présentation. Donc, voilà, donc la présentation de Sophie Athéna-Chaperon, donc, qui va nous présenter son travail sur une revue systématique de la littérature qui étudie l'impact des psychédéliques sur le craving. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis Sophie Athéna-Chaperon, je suis psychiatre addictologue au CHU de Bordeaux. Je remercie l'organisation pour me permettre de présenter les résultats de cette revue systématique de la littérature portant sur l'impact des psychédéliques sur le craving. Je tiens aussi à remercier mes collaborateurs et collaboratrices sur cette revue, dont le professeur Auria Combe, et puis également Camille Landman, ici présente. Tout d'abord, de quoi parle-t-on? Alors, ça va être un petit peu redondant avec les présentations de ce matin pour les personnes qui étaient présentes, puisqu'on a déjà eu des très belles présentations sur les différentes classes de psychédéliques et puis leur historique, donc je vais reprendre assez rapidement. Donc, les psychédéliques sont un groupe de substances psychoactives qui provoquent des modifications de la conscience profonde via une altération majeure des processus perceptifs, cognitifs et affectifs. C'est un groupe qui comporte d'une part les psychédéliques dits classiques, caractérisés par leur action agoniste des récepteurs sérotoninergiques 5-HT2A, parmi lesquels les tryptamines, avec donc la diméthyltryptamine ou DMT, principe actif du breuvage rituel amazonien ayahuasca, la psilocybine et puis le LSD qui est un apparenté tryptamine. Et puis d'autre part on a les phénylamines dont la mescaline, donc, qui est un psychédélique qui provient de différentes espèces de cactus originaires d'Amérique latine, dont le San Pedro et le peyote. Donc voilà, on a d'une part ces psychédéliques dits classiques, et puis on a également les psychédéliques, les apparentés psychédéliques, qui n'ont pas cette action 5-HT2A, mais qui partagent des caractéristiques avec les psychédéliques classiques, caractéristiques au niveau des mécanismes d'action, mais aussi au niveau des expériences subjectives lors de leur consommation. Donc on a d'une part les empathogènes ou entactogènes, dont le plus connu est la MDMA, les anesthésiques dissociatifs, dont la kétamine, et puis l'ensemble des hallucinogènes atypiques, dont le plus connu, et puis celui qui nous intéresse le plus dans le champ de l'addiction, l'ibogaïne, donc qui est issu de l'écorce d'une racine utilisée à des fins rituelles en Afrique de l'Ouest. Donc je reprends rapidement l'historique. L'usage des psychédéliques, il est vieux de plusieurs milliers d'années. On estime leur usage à des fins rituelles à plus de 2000 ans avant notre ère, mais leur utilisation récente remonte réellement à 1938, date de la première synthèse du LSD au sein des laboratoires Sandoz, et puis quelques années après, la découverte de son action psychotrope par le chercheur Albert Hofmann. Au sein des années 50-60, on assiste à une utilisation expansive de ce composé, donc le LSD, à des fins de recherche, mais également à des fins récréatives, la molécule se popularisant dans le sillage de la contre-culture des années 70. Cette utilisation-là, très populaire, donne lieu à son classement comme stupéfiant, et de même que la plupart des substances psychédéliques dans le monde entier. Et donc, à partir des années 70, on assiste à l'arrêt prématuré de l'ensemble de la recherche sur le sujet, malgré des résultats préliminaires qui étaient encourageants dans différents champs de la psychiatrie et puis également de l'addictologie. Dans le courant des années 90, on assiste à un renouveau de cette recherche, notamment avec une reprise d'études portant sur l'utilisation de la psilocybine, de la DMT, de la kétamine, de l'ibogaïne et de la MDMA.
avec des résultats qui apparaissent également prometteurs, donc dans le traitement de la dépression, de l'anxiété, du trouble stress post-traumatique, des TOC, et puis de l'addiction, ce qui nous intéresse particulièrement. Donc dans le champ de l'addiction, on va également avoir ces différentes vagues de recherche, avec dans un premier temps, dans les années 50 à 70, une trentaine d'essais portant sur l'utilisation du LSD dans le trouble de l'usage de l'alcool. Ensuite, lors de la deuxième période de recherche sur les psychédéliques, on aura également un certain nombre d'études sur la kétamine dans le traitement des troubles d'usage alcool et substances. Également, on retrouve dans la littérature un certain nombre d'études observationnelles sur l'usage médicalisé de l'ibogaïne et sur l'usage rituel de l'ayahuasca, donc DMT, dans le traitement des troubles de l'usage alcool et substances. Et puis très récemment, dans le milieu des années 2010, on a donc 2 essais ouverts étudiant la psilocybine dans le traitement des troubles d'usage tabac et alcool, qui eux-mêmes présentaient des résultats plutôt encourageants. Donc ici, je vous ai mis les résultats d'une méta-analyse qui portait sur les 6 essais contrôlés randomisés réalisés dans le courant des années 60 sur l'utilisation du LSD dans l'alcoolisme. Donc on voit que ces 6 essais contrôlés randomisés réunissaient en tout 536 participants, et l'étude concluait à une efficacité statistiquement significative avec un odds ratio total de quasiment 2, donc des résultats très encourageants. Concernant les résultats récents, donc, je vous ai mis 3 études qui sont parues au cours des 2 dernières années et qui sont d'un intérêt tout particulier. La première est une étude menée par l'équipe de Michael Bogenschutz de l'Université de New York. Elle portait sur le trouble de l'usage de l'alcool avec 93 participants et étudiait l'efficacité de la psilocybine avec comme comparateur la diphénydramine. Donc cette étude mettait en évidence une efficacité à 36 semaines de la psilocybine sur le résultat principal et puis les 2 résultats secondaires. Donc on le voit là en bas avec une diminution du pourcentage de jours avec des consommations supérieures à 4 verres pour les femmes, 5 verres pour les hommes, et également diminution du pourcentage de jours de consommation et une diminution du nombre de consommations par jour. Donc avec des résultats qui concluaient donc à une efficacité significative. Un deuxième essai contrôlé randomisé d'intérêt publié au cours de l'année 2022 portait sur l'utilisation de la kétamine dans le trouble de l'usage de l'alcool, réalisé par l'équipe de Grabski et McAndrew au Royaume-Uni. Avec également des résultats statistiquement significatifs de l'utilisation de la kétamine cette fois-ci en intraveineuse versus NaCl, et qui mettait en évidence une efficacité à 6 mois. Enfin, dernière étude qui me paraissait particulièrement intéressante, même si cette fois-ci il ne s'agit pas d'un essai contrôlé randomisé, c'est une étude ouverte, mais il s'agit de la première étude de faisabilité qui utilise la MDMA dans le traitement du trouble de l'usage de l'alcool, menée par l'équipe de David Nutt à l'Imperial College London. Et donc qui concluait à une tolérabilité satisfaisante de la MDMA dans cette indication, et avec également des résultats sur les symptômes de l'addiction qui étaient encourageants, même si c'est des résultats qui sont très préliminaires au vu du faible nombre de participants et puis de l'absence d'analyse statistique. Donc l'ensemble de ces données, elles semblent supporter une efficacité des psychédéliques dans le trouble de l'usage, dans l'addiction.
Mais on sait que ce sont des composés, que ce sont des substances qui sont efficaces sur d'autres symptômes psychiatriques, hein, comme les troubles de l'humeur, l'anxiété, le trouble stress post-traumatique. Donc la question qui se pose est de savoir si ces composés ont un impact spécifique sur le trouble de l'usage ou si finalement cette amélioration elle est plutôt en lien avec l'amélioration des autres symptômes psychiatriques et puis finalement qui serait une conséquence secondaire à une action non spécifique. Donc pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette question, il nous a semblé nécessaire d'aller questionner l'impact des psychédéliques sur le craving, qui est considéré comme un phénomène central de l'addiction. Et on considère donc que cette étude est une étape dans la compréhension du mécanisme des psychédéliques sur l'addiction, bien que bien évidemment ce soit une étape, on le sait bien, nécessaire mais non suffisante. Ainsi, un impact spécifique sur le craving, ça viendrait soutenir l'hypothèse d'une efficacité des substances sur les processus addictifs, au-delà d'un impact global au niveau de l'humeur, de l'anxiété, d'éventuels symptômes post-traumatiques, et puis au-delà d'une amélioration globale de la qualité de vie des participants. Notre objectif, c'était donc en premier lieu de déterminer si l'utilisation de ces substances psychédéliques était associée à des modifications du craving. Ensuite, on a essayé d'identifier des facteurs qui pourraient influer ces modifications du craving. Et enfin, on a également recherché à évaluer la tolérabilité dans cette indication des substances psychédéliques. Donc la méthodologie de la revue, donc il s'agissait d'une revue systématique avec une méthodologie standard qui allait jusqu'à mai 2023. Au niveau des critères de sélection, donc c'était une étude chez l'humain, chez l'adulte, tout trouble d'usage de substances, tabac et alcool confondus. Au niveau des substances psychédéliques, on a volontairement inclus tout type de psychédéliques, hein, donc les psychédéliques au sens large du terme, psychédéliques classiques et puis kétamine, ibogaïne, DMT. Dans le but de ne manquer aucune information, étant donné qu'il s'agit d'un champ somme toute assez récent et émergent. Donc on voulait vraiment avoir une image assez globale de l'impact, de l'effet de ces substances-là sur le craving. Donc on est allé rechercher tout type d'études, sauf les revues, hein, on cherchait des articles originaux, et puis les résultats étaient toutes mesures du craving, selon toute méthode, donc psychométrique, neuropsychologique, voilà. Au niveau des résultats de notre revue systématique, on a donc identifié près de 2500 articles éligibles. Après évaluation des titres et abstracts, 118 articles nous ont semblé pertinents et donc on a récupéré les textes entiers. Et enfin, 39 articles correspondant à 32 études ont été finalement inclus après évaluation des textes entiers. Ces 32 études incluaient au total 217 144 participants et participantes. Donc c'est un chiffre qui est très important, mais ceci dû à l'inclusion d'une étude correspondant à un sondage en population générale très large, donc qui apportait beaucoup de participants. Les participants et participantes présentaient des troubles de l'usage de l'alcool, du tabac et des substances, donc opiacés, cocaïne, cannabis. 8 études évaluaient l'efficacité des psychédéliques sur plusieurs troubles de l'usage. Et les psychédéliques utilisés regroupaient la kétamine, l'ibogaïne, la DMT sous forme d'ayahuasca, la psilocybine et la MDMA. En ce qui concerne les résultats sur le craving, donc on a retrouvé 12 études qui rapportaient une amélioration significative des niveaux de craving après usage de kétamine, psilocybine, ibogaïne et ayahuasca. Et cette amélioration, elle était maintenue à jusqu'à 2 ans pour les études qui proposaient un follow-up.
16 études rapportaient une amélioration non significative des niveaux de craving, alors soit parce qu'il s'agissait d'études qualitatives, soit parce qu'il n'y avait pas eu d'analyse statistique réalisée. Et enfin, 4 études rapportaient une absence d'amélioration au niveau des scores de craving. 3 essais contrôlés randomisés portant sur l'utilisation de la kétamine dans le trouble de l'usage de l'alcool et un essai ouvert portant sur l'utilisation de la kétamine dans le trouble de l'usage du cannabis. Concernant la tolérabilité, les effets indésirables, 6 études ne rapportaient aucun effet indésirable. Dans la majeure partie des cas, les effets indésirables rapportés étaient d'intensité légère. Il s'agissait principalement d'effets indésirables digestifs, neurologiques, voire et psychiatriques. Cependant, 2 études mettaient en évidence des effets indésirables graves, à type de paranoïa, terreur nocturne, anxiété persistante, et une étude mettait en évidence des effets indésirables extrêmement sévères, avec la survenue de 2 épisodes psychotiques et un suicide dans les suites d'utilisation d'ayahuasca dans un contexte rituel. Au niveau de la qualité des études, la majorité des études incluses présentaient un niveau de qualité faible à moyen, à l'exception de 2 essais contrôlés randomisés qui présentaient un faible risque de biais. Donc, on a retrouvé 28 sur les 32 études incluses qui rapportaient une diminution significative ou non significative des niveaux de craving après utilisation de psychédéliques. Et cette amélioration, elle semble persister au cours de plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour les études qui proposaient ce suivi. Ces résultats, ils viennent donc renforcer l'hypothèse d'un intérêt de ces substances en addictologie, d'une part, avec des résultats positifs pour tous les autres symptômes de l'addiction évalués, que ce soit l'usage, les symptômes de sevrage et la motivation au sevrage et au maintien de l'abstinence. Et ces résultats, ils sont concordants avec la littérature en ce qui concerne l'impact sur les symptômes addictifs. Concernant les potentiels facteurs favorisant l'efficacité des psychédéliques sur le craving, il est à noter que cet effet sur le craving, il est observé pour l'ensemble des substances, l'ensemble des troubles de l'usage étudiés, mais probablement moindre chez les personnes présentant un trouble de l'usage de l'alcool pour ce qui est de la kétamine, étant donné que 3 des 4 essais contrôlés randomisés étudiant l'efficacité de la kétamine dans le trouble de l'usage de l'alcool rapportaient une absence de diminution significative de craving. On aurait un possible effet de l'âge, alors on n'a pas réalisé, il n'y a pas d'analyse statistique, donc c'est très hypothétique, mais on retrouve une différence de plus de 8 ans entre les études négatives et les études positives, c'est-à-dire qu'au sein des études négatives, les personnes étaient en moyenne âgées de 8 ans de plus qu'au sein des études positives. Ce qui semble assez logique puisque ça pourrait correspondre à une durée d'évolution du trouble de l'usage également plus longue et donc possiblement un pronostic plus défavorable. Enfin, on a été regarder aussi les différences de genre entre les études négatives et positives et on a trouvé des proportions qui étaient globalement similaires, qui semblaient globalement similaires entre les études positives et négatives, donc ce qui exclurait un impact du genre sur ce résultat-là. Concernant la nature de l'intervention, donc l'ensemble des psychédéliques étudiés permettait une amélioration des résultats, une amélioration des scores de craving, mais une fois de plus, probablement moindre pour la kétamine, toujours chez ces patients présentant un trouble de l'usage de l'alcool. Et au niveau du nombre d'administrations, on a constaté que 1 ou 2 administrations, ce qui était généralement proposé dans la plupart des études incluses, seraient suffisantes pour générer un impact au niveau du craving. Toujours concernant les potentiels facteurs favorisant cette efficacité des psychédéliques sur le craving, il y a un mécanisme d'action, plutôt il y a un facteur qui a été proposé par plusieurs auteurs comme ayant potentiellement un impact sur le craving. Il s'agit de l'état de conscience modifié ou l'expérience subjective obtenue suite à l'usage, suite à la consommation de psychédéliques. Donc on parle parfois d'expériences mystiques, de dissolution de l'ego, d'expériences océaniques, d'où l'illustration que je vous propose qui est très locale.
Je vais y revenir juste après. Donc, c'est un mécanisme qui pourrait avoir un impact sur le craving. Et d'autre part, les auteurs discutaient, mais sans qu'on ait d'éléments particuliers là, dans cette étude pour suspecter un impact particulier, l'amélioration de l'insight permise en général à la suite des consommations de psychédéliques, et puis l'effet afterglow qui correspond à une amélioration de l'humeur et à une diminution de l'anxiété après cette consommation. Donc, je vous ai mis les résultats en ce qui concerne l'impact de l'expérience psychédélique. Donc, on avait 3 études qui mettaient en évidence des corrélations statistiquement significatives entre les échelles mesurant l'expérience psychédélique et puis les niveaux de craving. Et puis enfin, au niveau de l'interprétation des résultats qualitatifs des études qualitatives, les participants décrivaient une augmentation de la connexion avec la nature, avec l'esprit, avec eux-mêmes et puis avec les autres. Et il décrivait cet état comme un élément clé associé à des réductions significatives à la fois de l'usage et puis du craving. En revanche, l'étude portant sur la MDMA ne générait pas d'effet mystique sur la plupart des personnes. Au niveau des effets indésirables, donc, on confirme donc la bonne tolérabilité de ces substances, mais on souligne une fois de plus la présence d'effets indésirables rares, bien que rares mais sévères, avec une étude qui a présenté des effets indésirables sévères imputés à un encadrement insuffisant. Au niveau des limites, donc, on a effectivement une absence de résultats significatifs pour la plupart des études incluses, également un faible niveau de qualité de la plupart des études, et enfin une absence d'éléments concernant les addictions sans substance. Donc, pour conclure, on a permis la mise en évidence d'une diminution du craving à la suite de l'usage de psychédéliques. Les facteurs favorisants restent à explorer, mais il semblerait que l'expérience subjective, l'expérience psychédélique puisse constituer un facteur favorisant, un médiateur de l'efficacité sur le craving. Et on confirme le profil de tolérabilité tout à fait satisfaisant des psychédéliques dans cette indication-là. Voilà, je pense qu'on dépasse déjà un petit peu le temps, donc on va s'arrêter. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation qui nous montre encore qu'il faut s'intéresser aux psychédéliques dans le scope de l'usage. Voilà, donc oui, on a un petit peu de temps s'il y a une ou deux questions. Est-ce que quelqu'un... Apparemment, c'était très clair. Donc... non, c'est bon. Bon, on va peut-être passer. Donc, on va passer à la troisième présentation. Donc, Benjamin Petit, qui va nous présenter le protocole pour une étude qui tend à montrer l'efficacité de la stimulation transcrânienne chez des personnes qui pratiquent le chemsex. Merci beaucoup de me permettre de parler du coup de ce protocole aujourd'hui. Donc je viens avec peu de résultats, je viens surtout pour évoquer ce protocole pour une étude pilote qu'on va mettre en place très prochainement, j'espère, au CHU de Dijon, c'est là que je travaille. Pour évaluer l'efficacité d'une forme de stimulation transcrânienne, la TDCS, dans le craving, afin de réduire les pratiques de chemsex. Donc voilà, de ce côté-là. Juste avant de commencer, je vous montre tous mes liens d'intérêt et puis je vous laisserai juger de si ça peut constituer des conflits d'intérêt pour aujourd'hui. Il me semblait pas, mais voilà, vous les avez quand même au cas où. Je vais faire l'affront d'essayer de définir le chemsex à ce congrès qui doit déjà savoir tout dessus, mais en quelques mots, donc on pourrait traduire littéralement en français par sexe chimique. Il y a plusieurs définitions qui à la fois se télescopent et se superposent. Je voulais rappeler qu'elle a commencé par une définition très culturelle au sein du milieu des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes londoniens, et puis il y a une diffusion de cette pratique dans d'autres populations, et certains auteurs parlent même d'une appropriation culturelle. Alors, on a choisi pour cette étude, et moi pour vous la présenter aujourd'hui, de rester sur une définition un peu plus nosographique, celle qui a été proposée dans le rapport ministériel sur le chemsex, qui pourrait se résumer en quelques lignes ainsi: la prise de substances psychoactives
en vue de modifier ou d'augmenter les performances, mais surtout aussi les perceptions sexuelles. Mais à nouveau, je voulais qu'on n'oublie pas cette culture KEMS, entre guillemets, qui est autour, avec à la fois des pratiques bien particulière, une sémantique, une terminologie qui lui est propre également. Et puis, je voulais notifier les applications qui sont aussi de plus en plus des parties prenantes de la pratique du chemsex. Les principales substances qu'on retrouve sont des psychostimulants, en premier lieu desquels toutes les catinones. On voit aussi passer la cocaïne de synthèse, et d'autres. Et puis, une autre classe que j'ai regroupée dans mon coin comme étant les désinhibiteurs, avec le GHB, GBL et la kétamine et d'autres également. C'est une pratique qui est de plus en plus croissante, on voit de plus en plus d'éléments allant de ce côté-là. Et puis également, les sociétés savantes françaises et européennes nous rapportent des signaux inquiétants, croissants également dans ce cadre. Des signaux inquiétants qui viennent des complications que le chemsex peut avoir, qu'il soit problématique ou non dans son usage. Tout d'abord des complications infectieuses, qu'elles soient locales, avec en tête de file les abcès, mais aussi, si ce n'est surtout, toutes les transmissions sanguines et sexuelles, notamment VIH, VHB, VHC, les complications toxicologiques, notamment avec les overdoses, on entend de plus en plus parler de G-Hole et de K-Hole, mais aussi avec des associations déconseillées, essentiellement avec les médicaments facilitant ou prolongeant les érections. Également, des complications psychiatriques, soit en aigu, comme des raptus anxieux, le décrié Excited Delirium Syndrome, ou des cas de virage maniaque, mais aussi au décours avec des épisodes dépressifs assez marqués, allant jusqu'à des actes suicidaires au décours des prises. Des complications nyctologiques, c'est aussi pour ça qu'on se questionne sur ce sujet. Une addiction qu'on ne sait pas si elle est aux substances, à la pratique sexuelle, à l'association des deux en même temps, sans doute un peu des trois, ça reste encore à questionner. Et puis les complications qui sont finalement les plus mises en avant, les complications sociales, des difficultés à maintenir son emploi, à maintenir les relations sociales, notamment de couple, et puis une marginalisation qui en vient. Et lorsque ce chemsex devient problématique, avec un usage problématique, un trouble de l'usage, une addiction, selon là où la science nous emmènera, on n'a malheureusement pas de traitement validé à ce jour. Empiriquement, on va utiliser certaines formes de psychothérapie, notamment l'ATCC, l'entretien motivationnel, si tant est que ce soit une psychothérapie, et puis des formes de psychologie, de sexologie, et d'autres. Et alors j'ai dit aucun traitement, mais ça ne veut pas dire qu'on a quelques pistes. On a choisi du coup d'explorer celle-ci, après avoir lu ce case report paru en 2020 et réalisé au sein de l'équipe de Dr Malandrin et de professeur Thibault, que je vous présente juste ici. Donc c'est la situation d'un patient, d'un homme de 43 ans qui pratiquait du chemsex en slam, donc par voie IV, qui disait utiliser dans la molécule qui revenait le plus souvent et qui était la plus fréquente, surtout une catinone, la 3-MMC, et qui avait déclaré faire un usage chaque week-end et ajouter 1 à 2 sessions par semaine en plus. Et donc l'équipe lui ont proposé, ont réalisé avec lui l'application de TDCS que je vous définis juste après si on a besoin. 5 sessions sur 5 jours à raison d'une session par jour avec l'électrode avec une des électrodes placées en F4, donc à droite au niveau du cortex préfrontal, c'est F4 du repère G10-20, avec une stimulation de 30 minutes à 2 mA. Et ils ont noté du coup une diminution du craving indicant vers le chemsex mesuré avec une EVA, et l'indissage se faisait avec le visionnage de pornographie en réalité virtuelle. Une diminution du craving spontané pour le chemsex jusqu'à un arrêt de cette pratique, et puis une diminution des cravings séparés à la sexualité, mais aussi à la prise de substances, mesurée avec le CSB13 et le score CCQ, cocaïne craving questionnaire, adapté à la 3-MMC, et c'est un point que les autoristes mettent bien en avant dans la publication, avec une préservation de la libido pour la personne, ce qui est souvent un élément mis en avant par les patients et les patientes qu'on accompagne dans ce cadre-là, voulant réussir soit à la conserver, soit à la retrouver. Alors avant de vous parler un petit peu de ce qu'on a souhaité faire, je voulais donc vous parler un petit peu de la TDCS, avec mon parfait accent anglais, la Transcranial Direct Current Stimulation, ou la stimulation électrique transcrânienne à courant continu. Ça va être une technique de neuromodulation qui est finalement une cousine de la RTMS, qu'on a un peu plus vu au cours de ce congrès, qui va permettre de modifier l'excitabilité neuronale en regard des cortex en face desquels on va placer les électrodes. Ça va se faire en appliquant un courant électrique transcrânien qui est de très faible intensité. J'aime apprendre cette comparaison. Je vous ai dit, on applique des stimulations de 2 mA, un courant de 2 mA. Aujourd'hui, les chargeurs d'iPhone envoient 2000 mA, donc on est sur quelque chose de relativement faible en termes d'intensité.
C'est une technique qui s'utilise en ambulatoire et qui est très simple d'utilisation. Comme vous le voyez sur la photo en bas à droite, il faut le petit chapeau très saillant, 2 électrodes, le boîtier connectant Bluetooth à l'ordinateur et c'est parti. Donc c'est très simple à mettre en place. Et c'est également très sécurisant dans son utilisation, très bien toléré, il y a très peu d'effets indésirables. On peut voir passer des paresthésies au cours de la stimulation à la zone de stimulation. Il peut y avoir parfois des érythèmes qui persistent quelques minutes après. Au maximum des cas, on a pu voir passer des brûlures au premier degré, mais jamais bien plus. Et il n'y a pas, ou exceptionnellement, d'effets indésirables graves reportés. Vis-à-vis de ce que cette technique peut faire, elle a déjà montré son efficacité de façon certaine dans différentes indications, notamment la dépression, la douleur, a fortiori quand elle est chronique et a fortiori quand elle est neuropathique, certaines formes d'épilepsie également. Et puis, qu'en est-il sur l'addiction ? Eh bien, une revue systématique avec méta-analyse parue en 2019 par l'équipe de MA semble nous montrer une efficacité sur le craving, toute addiction avec substances confondues, et une efficacité également, plus spécifiquement avec toute la largeur de ce champ, mais au niveau du trouble de l'usage des psychostimulants plus en général. Donc on a une technique qui semble intéressante sur les éléments pertinents aujourd'hui, avec une équipe qui l'a déjà utilisée dans un case report. On a voulu voir si on pouvait essayer d'amener un peu plus d'éléments suite à ce case report, et c'est pour ça qu'on a demandé, et que j'ai obtenu quand j'étais encore chef de clinique dans le service, un financement en interne au CHU de Dijon pour réaliser une étude pilote contrôlée contre placebo, randomisée en double aveugle sur le sujet. Alors c'est une étude pilote, donc on va pouvoir recueillir malheureusement que bien peu de patients et de patientes, une quarantaine, répartis en 1 pour 1 entre les deux groupes, et avec comme élément principal que ces personnes veuillent modifier leur pratique du chemsex. Je commence déjà à mettre en avant, et j'y reviens juste après dans la diapositive d'après, on n'a pas cherché à essayer de diagnostiquer ou à essayer de mettre en évidence une addiction au chemsex pour l'inclusion, simplement pour des personnes qui voulaient modifier leur pratique. Le recrutement se fera à la fois et dans notre service et dans le CEGID de l'hôpital, qui va être qui se veut partenaire avec nous de ça. Et donc on a un petit peu adapté leur protocole. On va aussi réaliser 5 stimulations sur 5 jours de 30 minutes par stimulation, mais fort et forte de la pratique dans le laboratoire de recherche de notre service, on a choisi de placer l'électrode anode en F3, donc plutôt à gauche. Mais là, parce que ça fait partie des pratiques qu'on a un peu plus dans nos autres études, on pourra en parler un peu plus longuement si vous souhaitez après, mais en tout cas, on reste avec une stimulation excitatrice au niveau du cortex préfrontal dorsolatéral. Et on va avoir 2 temps d'évaluation, l'évaluation principale qui sera à 1 mois et l'évaluation des critères secondaires qui sera à 3 mois. En essayant de ne pas trop être rébarbatif, mais plutôt pour essayer de rendre nos choix là-dessus explicites et didactiques. Les critères d'inclusion, ça va être les personnes, bien entendu, âgées de plus de 18 ans, ça c'est banal, mais donc comme je disais, motivées et volontaires pour changer leur comportement, leur pratique du chemsex. On n'a pas voulu, donc comme je disais, mettre en place de critériologie en lien avec l'addiction au chemsex ou le trouble de l'usage, tout d'abord parce qu'elle n'existe pas, et on aurait été bien prétentieux d'essayer de la créer en plus de monter cette étude. Donc on est resté beaucoup plus, je dirais, factuel, avec du coup l'inclusion de personnes qui feraient dans un contexte donc en vue de modifier leur performance ou leur expérience sexuelle, l'usage des substances suivantes, qui sont les substances qu'on a le plus vu passer dans la littérature et dans la population qui est proche de la région dijonnaise, donc les catinones, la méthamphétamine, la MDMA, la cocaïne, la kétamine, GHB, GBL, et avec un argument de fréquence, soit au moins 1 fois par mois au cours des 6 derniers mois, soit au moins 10 fois au cours de l'année écoulée. Donc quelque chose d'assez sensible, d'assez large et d'assez peu restrictif pour essayer d'avoir le plus de personnes possible et de pas de passer à côté de personnes avec une critériologie qui serait bancale. Les critères d'exclusion, il y en a un petit peu plus, mais je vais surtout m'attarder sur ceux qui pourraient avoir un argument discriminant dans notre inclusion. Si les personnes ont des troubles de l'usage qui n'entrent pas dans la pratique du chemsex, on les exclura du fait du risque de biais de confusion. De la même façon, s'il y a une modification récente d'un traitement psychotrope à l'inclusion, mais pour éviter les confusions, on n'inclura pas les personnes. Si elles présentent une pathologie intercurrente qui pourrait mener à une hospitalisation, de la même façon, on a préféré ne pas les inclure par risque que cette hospitalisation perturbe du coup la mesure de la fréquence de la pratique du chemsex dans un second temps. Et puis les contre-indications à la TDSS, au premier rang desquelles tout ce qui peut être proépileptogène, mais également les lésions cutanées ou les pathologies dermatologiques qui s'expriment à l'endroit où on va placer les électrodes, histoire de ne pas empirer le problème.
Et enfin, dans les éléments discriminants, les personnes qui auraient déjà bénéficié de séances de TDCS, là, le risque était de rompre l'aveugle. C'est pour ça qu'on a préféré ne pas les prendre. Et puis, d'autres critères d'exclusion que je vais passer plus rapidement parce qu'ils sont beaucoup plus classiques et moins discriminants en mon sens. Voilà le schéma de l'étude que nous allons appliquer avec une visite d'inclusion qui va se faire dans les 7 jours avant la randomisation. Randomisation, inclusion et début de la stimulation un lundi à J0, stimulation sur les 5 jours jusqu'au vendredi, une première évaluation immédiate ce vendredi après la dernière stimulation, puis une évaluation 5 semaines après le début de l'étude, donc 4 semaines après la fin des stimulations, et la même chose à 13 semaines, donc 3 mois après la fin des stimulations. Le critère de jugement principal, on a choisi d'essayer de garder ce côté craving indicé. On va également le mesurer donc vis-à-vis du chemsex par une EVA. Et on a choisi, pour réaliser l'indissage, d'utiliser 3 éléments différents. Le visionnage d'un contenu pornographique au choix du sujet. Donc les personnes auront un accès à Internet pendant un temps dans une pièce fermée, ils pourront faire ce qu'elles veulent avec. La présentation de paraphernalie avec du matériel d'injection, des seringues, de l'injectable, un DASRI, qui sera posé sur la table. Et puis également, on est encore en train de réfléchir sur le côté pratique de comment on va le faire, mais on a pour objectif aussi de diffuser à intervalles irréguliers les sons de notification des principales applications que les personnes utilisent, puisqu'on a pu voir dans des études qualitatives que c'était un des éléments déclencheurs du craving pour certains et certaines. Et donc on fera ça au 1er mois. Et nos autres critères de jugement vont être les suivants. Le craving indicé vis-à-vis du chemsex au 3e mois, donc à la fin de l'étude. Le craving spontané à nos 3 time points, donc J4, M1 et M3. Et puis d'autres mesures du craving, à l'instar de l'équipe qui a réalisé le case report que je vous ai présenté, on a choisi d'utiliser le CCQ Brief, donc le craving questionnaire, qu'on va adapter à la substance, simplement en changeant le mot cocaïne par le nom de la substance la plus utilisée. Et puis une évaluation la mesure du craving envers l'activité sexuelle réalisée avec le CSBD 19, donc qui est une des échelles les plus utiles, la plus récente. On va également mesurer la fréquence des pratiques à risque et des pratiques sous-produits en essayant de ne pas être jugeant et jugeante, simplement avec une mesure catégorielle selon la fréquence, plusieurs fois cette semaine, une fois cette semaine, plusieurs fois ce mois-ci, une fois ce mois-ci, pas dans le dernier mois, pour toutes les pratiques qu'on pourrait juger à risque, qu'elles soient en lien avec la prise de produits ou les pratiques sexuelles. On mesurera également la libido avec le Sexual Desire Inventory, l'alliance thérapeutique avec une échelle validée en version française, la HAQ2, et puis une mesure de la thymie avec une échelle de Beck, et un recueil des événements désirables à la fois ciblé sur les événements désirables qu'on sait provoqués par la TDCS, mais aussi avec un recueil spontané pour s'assurer de la tolérabilité. Et puis ensuite et enfin, du coup, les résultats qu'on espère obtenir, mais avec si peu de patients, on reste humble, et de patientes, une diminution du craving indicé vis-à-vis du chemsex, une diminution de son craving spontané, à la fois vis-à-vis du chemsex, de la pratique sexuelle, mais aussi de l'usage de substances, en vue, non pas d'empêcher ces personnes de faire des choses qu'elles aiment, mais en vue de réduire les pratiques à risque. On est bien dans un congrès de réduction des risques et c'est là-dedans qu'on voulait s'inscrire également avec cette étude, avec donc un espoir de diminuer la fréquence, mais aussi les pratiques à risque en elles-mêmes. Et c'est l'un de nos plus grands espoirs également, sans altération de libido, avec une bonne alliance thérapeutique, une bonne faisabilité et une très bonne tolérabilité. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté vous présenter cette étude dans ce protocole. Merci beaucoup. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ? Bonjour et merci pour cette étude super intéressante. Moi, c'est juste une question pratique. Au niveau des critères de non-inclusion, vous avez exclu les troubles de l'usage. Est-ce que vous avez même exclu le tabac? Parce que ça risque pas de faire baisser le nombre potentiel d'éligibles, parce qu'il y a souvent des troubles de l'usage concomitant, notamment du tabac. C'est hyper pertinent et comme malheureusement beaucoup trop souvent, j'avais oublié le tabac, en effet. Donc j'ajouterai cet amendement, je vous remercie beaucoup. Non, en effet, le tabac ne sera pas excluant, il faut que j'ajoute cette précision. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation qui sent effectivement Dijon, donc ça paraît logique en face du F3, F4. Par contre, sur l'étude dans laquelle Mouchabak participait, le rapport de cas, donc F4 c'était la note, la cathode était en quelle position?
La cathode était placée sur la mastoïde, D'accord. Donc quelque chose a priori pas stimulant. D'accord. Et eux, leur rationnel, c'était quoi de mettre en F4? Le rationnel est, à mon souvenir, pas très précisément décrit. D'accord. Il devait y avoir aussi une habitude de service, sans doute, de ce D'accord. côté-là. Par contre, du coup, F4, enfin non, l'anode qui est en F3 chez vous, et cathode en F4, du coup, la F4 est pas neutre et pas excitatrice, du coup, parce qu'elle est plutôt inhibitrice, Elle est plutôt en inhibitrice. préfrontale, quand même, dorsolatéral. Ouais. Mais droit. Ouais. C'est vrai que du coup, comme je disais, on s'est basé sur les travaux actuels de professeur Trojac qui a beaucoup stimulé avec cette technique-là. Donc on a commencé par vouloir être un petit peu simple vis-à-vis de notre équipe et répliquer un petit peu ça. On a commencé à en discuter et au vu des résultats plus récents, notamment de l'équipe de professeur Ektiari, on se pose la question de stimuler, si on doit faire une seconde étude dans ce champ-là, si on reste sur le craving, plutôt d'être sur le cortex préfrontal médial, avec du coup une électrode qu'on placera plutôt du coup, en médial. Et en HDTDCS pour être sur un seul des deux cortex? On n'a pas encore la maîtrise de cette technique, mais on se la note dans un coin en effet. Donc pardon, c'est la question pour la retransmission d'utiliser une technique de HDTDCS pour cibler un peu plus précisément le cortex, mais donc voilà, comme je disais, on n'a pas la maîtrise de cette technique, donc on a préféré rester dans ce qu'on sait faire pour l'instant. Merci beaucoup. Alors, merci pour ce protocole qui est très intéressant. On voit qu'il y a beaucoup de paperasse parce que vous recherchez beaucoup de choses. C'est lourd. Alors, au niveau pratique, pourquoi vous avez fait que 40? Parce que vous avez une quantité d'accès au matériel de recherche qui est relativement limitée. La justification de 40 sujets, de façon officielle, si on a réussi à bidouiller un nombre de sujets nécessaires à 40. Dans les faits, on a voulu rester un petit peu humble. Notre file active de personnes qui viennent nous consulter pour une problématique de chemsex est encore un peu faible à l'hôpital à Dijon. On sait qu'elle se trouve, qu'a priori les personnes qui consultent plutôt dans le CARUD, se rendent plutôt au CARUD et vont plutôt au CEGID. Donc on voulait ne pas être trop ambitieuse et ne pas pouvoir inclure suffisamment de personnes. Et puis il y avait aussi une problématique de financement puisque l'étude ne peut pas s'éterniser sur trop longtemps. Il va y avoir un défraiement financier des personnes qui vont venir et que ça va nous accaparer un petit peu du temps de l'équipe de recherche. Donc il y a à la fois une volonté de ne pas être trop ambitieuse et de ne pas pouvoir inclure les personnes qu'on souhaite inclure, et un essai de financement qui était un petit peu serré. Donc pour cette étude pilote, on a préféré avoir un petit nombre en effet. On espère pouvoir la répliquer avec un beaucoup plus grand nombre de personnes si les résultats sont satisfaisants. Vis-à-vis plus précisément du matériel de recherche, on n'avait pas trop cette crainte puisque on a un peu l'habitude d'avoir de pouvoir inclure 1 à 2 personnes, voire 3 par semaine avec un seul matériel, puisque la simulation prend une demi-heure, le temps de se dire bonjour, au revoir, on a 45 minutes à 1 heure à peu près par personne, ce qui sur une journée peut permettre de stimuler 2, 3, 4 personnes par semaine de stimulation, avec du coup le chapeau qui est en néoprène, qui se lave et on a un pool de chapeaux pour lequel on peut avoir un roulement et quand même avoir suffisamment de personnes. Donc c'était pas ça l'élément limitant. Quel est le coût d'un appareil comme ça? Dans mes souvenirs, cet appareil, l'appareil a plusieurs milliers d'euros. J'ai plus le chiffre en tête, je suis navré. En 2013, il était à 13 000 euros. Il a quand même baissé. Là, je crois qu'on tourne entre 4 000 et 6 000 pour l'appareil qu'on a commandé cette année. Parce qu'en fait, il y a 2 modèles. Il y a un modèle qui fait EEG et TDC. Ah. Oui, alors en 2013, il y avait un seul modèle, StarTeam. Enfin, oui, c'est le nom électrique. C'est un StarTeam, ouais. Donc 13 000 euros en 2013, mais ils faisaient à la fois 8 électrodes EEG, dont 2 qui étaient transformables en TDCS. Et en fait, il y a une version sans EEG qui doit être effectivement à plus faible coût. Ouais, je crois 7 000, 5 000. 7 000. Ça doit être celle-ci qu'on a pris parce qu'on tourne entre 5 000 et 7 000 l'appareil, en effet. Avec de la paperasserie à la NSM qui nous a. Et c'est absolument cela qu'il faut prendre, parce qu'en fait sur Internet on envoie à quelques centaines d'euros, mais il n'y a pas du tout de contrôle de la qualité et c'est dangereux là pour le coup. Et ça a été un des freins justement de l'étude en effet, où il a fallu qu'on ait toutes les normes CE et NF de la NSM,
que malheureusement Neuroelectrics n'avait pas encore obtenu dans leur intégralité pour ce modèle-là. Ouais, ils l'ont perdu entre 2014 et... Donc ça nous a, le temps que Neuroelectrics obtienne à nouveau ces validations, ça nous a retardé un peu. C'est pour ça que je pose la question. 800 000 €. Si vous voulez, je pourrais parler des contacts. Alors c'est peut-être un peu technique et trivial, moi je connais pas grand chose en TDCS, mais c'est simplement, il me semble que tu as dit qu'il y avait un souci avec l'aveugle pour les personnes qui avaient déjà bénéficié de TDCS. En quoi du coup on ne peut pas maintenir un aveugle, quelles sont les difficultés, donc j'imagine au niveau des sensations pendant la session? Alors c'est pertinent, alors on a fait ça par un gros principe de précaution, puisque l'appareil permet de simuler une stimulation, c'est-à-dire qu'on va avoir une stimulation de 30 secondes en début, puis un trou de 29 minutes, puis une stimulation de 30 secondes en fin, ce qui permet, parce que c'est vrai que la plupart des personnes indiquent ressentir des petits picotements à l'allumage, en fait, à la mise en place de la stimulation. Et du coup, dans les premières études qui ont été réalisées dans notre équipe il y a à peu près 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans même maintenant, les personnes finissaient par me dire je sais que j'ai pas la stim parce que j'ai parlé avec machin dans la salle d'attente et que lui ça le picote et pas moi. Donc du coup on a préféré, l'appareil permet donc d'avoir cette fausse stimulation qui en tout début et en fin, là où on suppose l'attention des personnes sont figées sur ce qui se passe, et là, mais avec seulement 30 secondes au début, 30 secondes à la fin, on se permet de supposer qu'il n'y a pas d'activité du coup de neuromodulation. Malgré tout, pour être sûr que des personnes qui auraient une simulation de 30 minutes là se rendent compte qu'elles ont 2 fois 30 secondes, on a préféré quand même ne pas les inclure. Il y a aussi qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait 150 000 personnes dans la région dijonnaise qui aient déjà été stimulées en TDCS. Donc voilà. En fait, le système de placebo qui est dans la machine, c'était à l'époque où on était à 1 mA. Là, l'intérêt, c'est qu'on est à 2 mA. À 2 mA, en fait, on peut sentir, mais effectivement, on dit qu'à 1 mA, par la montée de l'intensité, on ne sentait plus. Et du coup, c'était le modèle du placebo, sauf qu'on a monté les intensités, on peut la monter jusqu'à, il ne faut pas le faire en routine, 12 mA, mais du coup, ça sent, c'est plus... donc il faut inventer un nouveau modèle de placebo. Merci beaucoup pour votre présentation. On a hâte de voir les résultats de l'étude. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Donc on va passer à la dernière présentation, donc Dr Bruno Journe, qui va nous parler du phosphatidyléssanol. Qui connaît le phosphatidyléssanol ? Vous allez nous expliquer tout ça. Bon. Bonjour et merci de l'invitation, j'ai comme tout le monde, et de la réception de ce congrès magnifique. Je suis médecin addictologue en libéral dans Paris et il y a 5 ans, on m'a parlé de ce phosphatidyléssanol comme étant un marqueur spécifique des usages de l'alcool. C'est un peu comme à l'époque où on a appris qu'on pouvait faire des charges virales du HIV. Et bon, ça me paraît aussi patent et intéressant de savoir vraiment ce qui se passe dans les usages d'une personne que ce qu'on peut avoir envie de savoir pour nous et pour le patient et pour les soins d'une charge virale.
Donc ça, je vous ai tout dit là sur le phosphatidyléthanol. Donc il y a 2 ans, j'ai présenté une étude que j'étais en train de faire sur une centaine de patients. L'objectif était de pouvoir faire accéder les usagers et les médecins en ambulatoire à cette mesure en élaborant un kit qui permet de prélever l'échantillon biologique nécessaire pour pouvoir le transmettre ensuite au laboratoire d'expertise et à moindre coût et à meilleure efficacité. Donc, c'est cette étude que j'ai présentée il y a 2 ans, qui est un peu plus avancée aujourd'hui. Et comme l'idée de départ, c'est que le phosphatidyléthanol se fait sur toutes les cellules, j'ai eu l'idée de le chercher dans la bouche. Et ça, c'est l'avancée que je présente en particulier aujourd'hui. Quand j'ai réfléchi au PowerPoint, j'ai voulu le présenter de façon philosophique sur 2 angles. Bon, dans ce travail sur le phosphatidyléthanol mesuré sur le fronti buccal, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné par Jean-Michel Gaulier, qui est pharmacien biologiste à Lille, dans le CHU de Lille, et de son collègue Florian Hakim, qui travaille aussi. Ce sont eux qui font les mesures aujourd'hui et qui m'accompagnent à la présentation de ce travail. J'ai voulu faire un peu d'analogie sur la place de l'eau et la place de l'alcool. Vous allez voir un peu plus loin pourquoi. L'eau tient une grande place dans notre vie, dans nos vies. Et il y a une question de temps. Pour l'organisme, une boisson, c'est une boisson. S'il y a de l'alcool dedans ou pas, il ne différencie pas. L'usage est de dire je bois et il faut rectifier les patients quand il s'agit d'alcool, d'alcoolisation et pas de... Donc l'eau et l'alcool sont des métabolites. J'ai couru après ce travail, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le physiologiste qui l'a fait sur le métabolisme de l'eau. C'était il y a une dizaine d'années, avec du deutérium remplaçant l'hydrogène de l'eau. Et on s'aperçoit que l'eau est absorbée extrêmement vite. Dans les 5 minutes qui suivent l'absorption, l'eau se trouve dans le plasma. L'hydrogène marqué se trouve dans le plasma. Au bout de 30 minutes, on arrive à une absorption complète. Et par contre, l'élimination se fait longue, puisque l'hydrogène rentre dans les métabolites de l'organisme et le turnover de l'hydrogène de l'eau est de l'ordre de 50 jours. L'alcool dans l'organisme a plusieurs voies métaboliques et la voie qui nous intéresse le plus, c'est celle qui est supposée non oxydative ou en tout cas qui laisse des traces métaboliques longues. Et c'est là qu'on a... Il y a l'éthylglucuronide qui est connu depuis quelques années, auquel je me suis extrêmement peu intéressé, et le phosphatidyléthanol qui lui est connu depuis une quarantaine d'années et qui a été découvert en Suède par les gens qui le publient le plus aujourd'hui. Et en Suède, le PET est devenu la mesure de référence pour la surveillance des gens qui ont des peines à assumer par rapport à l'alcool ou des délits de conduite ou des délits de violence sous alcool. Et c'est la mesure de référence. Et également, bien sûr, dans les situations médicales où on a besoin de savoir ce qui se passe effectivement dans la réalité des relations des personnes avec leur usage de l'alcool.
Ce qui, effectivement, me ramenait à l'eau, c'est que le phosphatidéthanol apparaît lors du contact de l'alcool avec les phospholipases D membranaires, qui normalement produisent la phosphatidylcholine. On est dans le cycle métabolique de la membrane et l'appareil énergétique de la membrane. Et de façon, les physiologistes qui ont étudié le PETH au départ sont aperçus que la phospholipase D a une affinité pour l'alcool entre 100 et 1000 fois plus forte que pour l'eau. Sur la notion du temps, l'éthanol expiratoire ou sanguin, c'est quelques heures après la prise. L'éthylglucuronide, c'est quelques jours. Le phosphatidéthanol, il y a une quarantaine de différents phosphatidéthanols, ce sont des phospholipides complexes, ont des durées de vie diverses. Celui qu'on utilise le plus, c'est le phosphatidéthanol 16.2.0/18.2.1, qui est le plus concentré, c'est de l'ordre de 40% de phosphatidéthanol qu'on peut rencontrer dans les cellules, et qui a la plus longue durée de vie. L'usage est de mesurer le phosphatidéthanol dans le sang. Il y a deux moyens, il y a le sang effectivement anticoagulé ou le sang sec. L'inconvénient du sang anticoagulé, c'est que s'il y a des traces d'alcool dans le plasma, la production de phosphatidéthanol va se continuer. S'il y a des fermentations alcoolisées également, donc il faut réfrigérer le sang bien sûr sérieusement, le traiter rapidement dans les 24 heures ou le congeler à -80. L'alternative, c'est les échantillons de sang sec, les dry blood spots, qui conservent de façon très très stable les phospholipides. Donc, j'ai trouvé très vite ce mode de prélèvement qui est produit par une société américaine. Ça ressemble à des cotons-tiges, sauf que la pointe ici est un polymère poreux qui a l'avantage de prélever une quantité de sang précise, de l'ordre de 10 microlitres, plus ou moins 5% selon la firme qui vend ces kits. C'est surtout développé effectivement pour la recherche et pour le suivi des expérimentations cliniques en ambulatoire. Ça permet de faire l'expérimentation sans obliger les gens à revenir dans les centres de prélèvement. Et c'est en train de se développer dans ces voies-là. Donc le laboratoire est en train d'adapter le kit de façon à ce qu'on puisse l'utiliser en ambulatoire et même, alors c'est pour ça qu'à cette époque-là je l'ai appelé dispositif de prélèvement autonome. L'idée étant que y a besoin de très peu de formation, donc on peut transmettre aux personnes elles-mêmes la capacité de le faire, et évidemment dans les lieux où c'est la sécurité qui est requise, l'identité de la personne, par exemple dans une commission de permis de conduire, on peut très bien effectivement demander à la personne de bien vouloir tendre le bout de son doigt pour récolter une goutte de sang, et on a une sécurité sur l'authenticité du prélèvement et de la personne chez qui on a prélevé. Le prélèvement est ensuite envoyé par la poste au laboratoire. Les conservations sont excellentes, ça ne bouge pas sur des mois. Bon, il faut faire attention effectivement à ce que les doigts soient relativement chauds, propres, non désinfectés à l'alcool. On désinfecte avec des ammonium, chlorhexidine, et ensuite avoir une goutte de sang relativement volumineuse, c'est 10 microlitres,
Par comparaison, pour une glycémie, c'est 1 microlitre. Donc il faut une goutte de sang qui fait 2 mm et demi, 3 mm de diamètre. Quand il fait beau, quand il fait bon, c'est très simple. Quand il fait froid, c'est un petit peu plus compliqué. Donc il faut bien réchauffer les mains. Et bien prélever par-dessus, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'écoulement le long du kit de prélèvement. Je vous présente là où on est aujourd'hui, l'étude que j'ai fait précédemment, donc sur une centaine de personnes, la mesure du PET 16.0/18.1, sang capillaire séché, transmis par la poste au laboratoire, où les examens sont faits par chromatographie liquide avec détection par spectrométrie de masse. Et donc le résultat, on a ici en bleu le phosphatidyléthanol et qui suit effectivement les déclarations d'usage et de façon proportionnelle. Je vous ai mis ensuite des suivis. Je suis en pratique clinique, donc c'est le tout venant de mes patients que j'ai pu suivre avec les immenses variations de la réalité clinique. On a ici un garçon qui est venu me voir qui avait des consommations extrêmement importantes d'alcool, une obésité morbide, des ostéonécroses aseptiques de ses hanches, et donc était très motivé pour s'arrêter. C'est mon premier patient, il était très motivé pour participer à l'exploration. Donc je l'ai prélevé 20 jours après son sevrage, et on voit effectivement dans la suite, dans les 40 jours qu'on suivit, l'arrivée à indétectable du phosphatidylléthanol. Le patient suivant est un monsieur qui a des restaurants en banlieue parisienne et qui a eu des problèmes juridiques sérieux. On lui a enlevé ses enfants pour des histoires de violence familiale à cause de l'alcool. Et quand il est venu me voir, il me garantissait qu'il était parfaitement sevré. Le phosphatidylléthanol est revenu avec une mesure 340. Il dit « Ah bon, oui, non, je vois juste un petit peu par-ci par-là. » Donc 2 mois plus tard, il avait réduit. 240 jours plus tard, je ne sais plus comment ça fait de mois, mais presque 1 an plus tard, nous avions baissé. Et 2 ans plus tard, on était à 0. Il continue, il persévère pour venir me voir, pour pouvoir démontrer en justice que tout va bien, qu'il est abstinent. Et le dernier mesure que j'ai faite, que nous avons fait ensemble, démontrait que c'était bien à 0. Ça, c'est une dame. Ok. Bon, je passe effectivement. C'est pour vous montrer la sensibilité du phosphatidylléthanol. Sur la spécificité, j'ai fait des tests dans différentes circonstances ou pathologiques d'abstinence de cancer avec des atteintes hépatiques sans consommation. Les résultats sont revenus de façon très, très claire. La spécificité du phosphatidylléthanol est superbe. Donc pour les mesures dans la bouche, ça a duré sur 6 mois. Idem, les prélèvements sont faits, donc on prélève en même temps le sang capillaire et le prélèvement buccal. C'est la personne elle-même qui va frotter le VAMS dans le pli jugo-gingival. Il n'y a aucune agression et les mesures sont faites de la même façon. Le transport est fait de la même façon par la poste. Ici, on a le regard sur... Donc, le laboratoire de Lille mesure les différentes phosphatidylléthanol, le 16-18, le 16-20 et l'éthylglucuronide.
Donc on voit les différentes sensibilités par rapport à l'audit. Et la bien moindre sensibilité de l'éthylglucuronide, moins de spécificité, et le phosphatidyléthanol 16-20 est aussi beaucoup moins sensible. Ici, effectivement, pour vous montrer l'ensemble des résultats, on passe. Là, la comparaison entre phosphatidylléthanol mesuré dans la bouche en vert. Donc, bien sûr, on trouve de l'ordre de 10%. C'est là où le mesure précédente avait un intérêt, c'est que le comparatif, c'est pas linéaire. Bien malheureusement. Là où on en est aujourd'hui, bon, premièrement parce que la mesure par spectrométrie de masse, c'est pas simple, donc on a des variations, même sur les mêmes échantillons en double aveugle, j'ai essayé avec les labos, il y a des différences importantes qui peuvent aller de 50%, donc il ne faut pas s'attendre, c'est pas la mesure de la glycémie, c'est un peu plus compliqué, donc pour l'instant on a des variations importantes, mais lorsqu'on s'élève, en tout cas, il n'y a jamais de faux négatif et jamais de faux positif. Pour le sang. Pour le PET buccal, la sensibilité est bien moindre. Donc, globalement, on a trouvé 22% statistiquement, mais ça va, le rapport PET buccal sur PET sanguin va de 4 à 98%. Donc, c'est énorme, mais ça a l'avantage d'exister. Et une bonne corrélation avec les consommations déclarées, ou non déclarées, puisque j'ai aussi bien sûr des patients abstinents. Il y a une étude sur le sujet publiée jusqu'ici, la nôtre est en cours de publication. Et pour terminer, un guide d'utilisation des phosphatidylléthanol tant sanguin que buccal. On arrive tout à fait à, quand c'est indétectable, c'est clair qu'il n'y a pas de consommation ou un sevrage démontré. Quand c'est inférieur à 100, on va parler d'usage modéré, qui est de l'ordre de la dizaine de verres par semaine. Quand c'est entre 100 et 600, on parle de risque potentiel. Et quand on est au-delà de 600, de risque plus important. Il y a des consensus qui s'établissent en Europe. On se réunit, il y a un organisme qui réunit les données sur le phosphatidylléthanol et qui est en train d'établir les bases de mesure. Le cut-off, la limite inférieure étant à 20 nanogrammes. Sur le PET buccal, sous toute réserve effectivement de ces études encore très limitées et préliminaires, inférieur à 20 non détecté, il y a peu ou pas de risque. Inférieur à 200, on parlait d'un usage à moindre risque, et au-delà de 300, d'usage à risque. Bon, le phosphatidylléthanol a une place dans les outils de prévention, de réduction des risques. C'est surtout, comme je vous le disais en introduction, on a, nous, médecins, un élément de certitude sur l'usage de l'alcool. Et ça modifie à ce moment-là totalement notre relation avec l'usager. On n'est plus avec des éléments qui sont non spécifiques, non sensibles, comme nous avions jusqu'à présent, le CDT, les gamma-GT, le GM. Voilà, merci de votre attention. Merci, Dr Jaune, pour votre présentation. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ? Alors, j'ai deux questions. La première, c'est pourquoi faire ce test-là et pas les tests qu'on a l'habitude de faire, qui sont au niveau capillaire, et le CDT, qui sont en pratique courante les outils qu'on a habituellement. Donc ça, c'est la première question.
Et quel est le coût, qui est la deuxième question, parce que ça a un impact sur le coût aussi par rapport aux patients qui ont la plupart du temps à payer ce coût. Alors, au point de vue coût, lorsqu'on est dans une situation médicale, il y a des cotations prévues pour les examens spéciaux faits par spectrométrie de masse, toxicologie. Donc, il y a un remboursement possible dans tous les suivis médicaux ou, par exemple, dans les greffes hépatiques où on a quelques raisons d'être exigeant par rapport à la situation du patient. Par contre, dans tout le contexte juridique, le contexte du permis de conduire, entre le coût des consommations et le coût de la sécurité, là, il faut demander aux personnes d'assumer le coût. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 75 € par examen. Sur pourquoi, effectivement, j'ai fait des comparatifs avec les CDT. Les CDT, y compris quand les gens viennent pour leur permis de conduire ou leurs problèmes juridiques, je les vois toujours négatifs. Les enzymes hépatiques non plus, c'est pas spécifique du tout. Les gamma-GT, les GM, il n'y a aucune spécificité et une sensibilité qui est très faible. Très faible. CDT un peu plus, mais gamma-GT, oui, c'est CDT, en plus, il y a des faux positifs. Dans la grossesse en particulier, ce qui est très embêtant. Et le cheveu, c'est pas commode. C'est pas commode. Effectivement, en médecine médico-légale, sans doute, c'est pas mon versant. C'est demandé de temps en temps, effectivement, dans les problèmes de divorce complexes, où il y a des gens qui ont eu des abus, il y a des demandes, ça m'arrive de référer pour que les gens fassent des tests sur les cheveux, mais je n'ai aucune expérience personnelle. Donc l'avantage, effectivement, du prélèvement buccal est extrêmement simple, extrêmement accessible. Le prélèvement capillaire est aussi simple et accessible, peu douloureux, ça se fait très vite. Ah pardon, j'ai oublié de signaler mes conflits d'intérêts. J'ai une entreprise qui fait la promotion du phosphatidyléthanol qui s'appelle La Santé se mesure, qui ne fait pas fortune du tout pour l'instant, ça me coûte très cher, mais c'est partie de mes hobbies Mais le fait est que j'ai une vision commerciale sur le long terme. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'ai juste une petite question. Bonjour, moi je suis médecin addictologue aussi. C'est vrai quand je demande des dosages de CDT et tout ça, alors souvent ça peut arriver avec les patients les demandent effectivement dans le cadre d'une procédure judiciaire, il y a le permis et tout ça, il faut faire les dosages des CDT. Moi je l'utilise aussi des fois comme élément motivationnel aussi. C'est vu avec les patients que je vois. Hein, ça, pour certains, il y a un petit objectif de tiens, la prochaine prise de sang, je vais faire en sorte qu'elle soit mieux que celle d'avant. Après, là, le phosphatidylléthanol, ça reflète la consommation d'alcool sur combien de temps ? Sur les 5 semaines passées. Sur les 5 semaines passées, d'accord. Oui, non, mais ça fait partie de ma réflexion dès le départ, c'est que ne pas utiliser des marqueurs spécifiques et sensibles, c'est participer au déni. C'est effectivement, les gens, on réalise très bien que les examens que nous avons sont peu sensibles, pas toujours, bien entendu. De temps en temps, les gamma-GT montent bien et c'est un élément motivationnel. Mais ça marche une fois sur 4 ou 5. Là, on a 100% de réalisme sur notre réponse. C'est pour ça que j'ose comparer à la quantification virale.
super, le traitement il marche 100%, ou ben non, ça marche pas bien, soit c'est le médicament qui va pas, soit effectivement c'est votre compliance au traitement qui n'est pas bonne. Et ça, enfin, vous le savez aussi, il est arrivé quand il fallait négocier pendant des semaines, des mois pour que les gens prennent leur traitement de façon régulière. Et quand ils y arrivent, c'est pas donné à tout le monde d'accepter le traitement comme on accepte la maladie. Donc là, vraiment, c'est un élément médical. Merci. Ben, merci à vous, merci encore à vous quatre pour vos interventions. Donc on va clôturer l'atelier maintenant. Voilà. Je vous invite à rejoindre l'auditorium du coup pour l'allocution de clôture du congrès puisqu'on était la dernière session de la semaine. Voilà, merci encore.